Alors, on a toutes les solutions numériques. On a entendu parler beaucoup de nouveaux usages et de besoins d'usage. Est-ce qu'aujourd'hui, Nathalie Sall, le numérique est une solution pour couvrir les besoins? Et quels sont les besoins tout au long de la vie? Merci pour l'invitation à ces journées fort intéressantes. Alors moi, je suis gériatre, donc c'est chouette, je vais pouvoir un petit peu donner mon avis sur la question de la santé de manière globale, hein, des personnes âgées et pas que du soin. Donc en tant que gériatre, on est plutôt tourné autour du soin. Mais en ce qui concerne la santé des personnes âgées, nous luttons tous pour éviter la perte d'autonomie des personnes âgées. C'est un débat central aujourd'hui, puisqu'il y a le plan autonomie grand âge qui vient de se terminer et qui va diffuser tout un tas de données donc très intéressantes et pertinentes d'action. Alors l'Organisation mondiale de la santé a défini 5 besoins qu'il faut absolument, sur lesquels il faut absolument agir quand on vieillit. Donc, dans ces 5 besoins, on a la mobilité, donc il faut bouger, avoir de l'activité physique. Et rien que ça, c'est pas si simple. Et on peut avoir besoin d'outils connectés ou humains, des personnes aussi, pour pouvoir faire sortir la personne de chez elle et la faire marcher, par exemple, ou avoir un lien social. Donc mobilité, c'est déjà un gros pavé à surmonter. Et on parle de coach sportif personnalisé, mais ça coûte très cher. Et on peut très bien avoir l'idée de remplacer ces coachs par un outil connecté. Bon, à voir. La deuxième action sur laquelle il faut travailler, c'est la cognition. Donc la mémoire, et avoir là aussi des actions dans les cités sur le lien social, l'activité cognitive avec des jeux, etc. La troisième action, c'est le sensoriel, donc les oreilles et les yeux. Ça aussi, il y a beaucoup de choses à faire et tout le monde n'a pas accès aux mêmes soins. La quatrième action, c'est le psychosocial, donc tout ce qui est de l'ordre de l'écoute et l'accompagnement psychologique, mais aussi l'accompagnement social. Et on voit en gériatrie des tas de gens qui sont complètement perdus, avec tout un tas de sigles qu'ils ne comprennent pas, des médecins généralistes qui sont aussi perdus et qui ont besoin de nous appeler. On a même développé une permanence téléphonique et on est tous les jours à leur écoute pour ça. Donc ça montre bien que le message n'est pas clair. Et la cinquième dimension, c'est la vitalité. Donc là-dedans, on met la réserve musculaire, la réserve physiologique, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus on a de réserve, plus on est, disons, actif, et plus on a de vitalité. Et on a rangé aussi là-dedans la nutrition, bien manger. Et on prend souvent l'exemple du japonais, qui a une espérance de vie bien plus importante que la nôtre en Europe, puisqu'ils ont multiplié par 4 le nombre de centenaires ces 10 dernières années, alors que nous, pas autant. Donc c'est sur ça qu'il faut agir, donc la santé de manière globale, et ça commence très jeune. Hein. On peut commencer à 65 ans, quoi, 70 ans. Et tout l'enjeu est de faire sortir la personne âgée de chez elle, lui faire quitter son canapé et lui faire lâcher sa poche de chips. Je suis un peu... c'est pour le dessin qui pourrait apparaître derrière. Je suis un peu provocatrice, mais c'est un enjeu et on ne sait pas très bien comment faire. Donc là, on a besoin de l'aide de tous pour arriver à faire ça. Je vais juste rester là-dessus. Mais... Très bien, on reviendra tout à l'heure sur les modes d'accompagnement de tout ça. Alors, Isabelle Rion, vous êtes interne en médecine générale. Vous êtes celle qui représente celui qui est censé accompagner ces besoins, les détecter, et puis éviter l'entrée en établissement, ou en tous les cas le retarder. Aujourd'hui, est-ce que les médecins traitants ont la connaissance, ont les outils, et est-ce que les nouvelles organisations sur lesquelles vous êtes en cours de négociation conventionnelle, même si je ne suis pas sûre que le syndicat des internes soit invité aux négociations interprofessionnelles, c'est peut-être dommage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez votre rôle facilité par le numérique et comment vous voyez cette évolution ? Alors déjà, cette évolution, je pense qu'il faut l'accompagner. Ça passe par une formation aux outils numériques, ce qui actuellement reste encore difficile. Notre seule obligation de formation au numérique, c'est un petit quelque chose qui s'appelle le C2I, qui nous explique comment se servir d'Excel et faire une recherche sur Internet. C'est la seule formation au numérique qu'on a sur l'ensemble de nos études, ce qui est totalement dépassé. Par exemple, je n'ai jamais été formée aux données de santé, à la RGPD. Pourtant,
je me destine à être médecin dans un cabinet de ville, à devoir gérer les données de mes patients. Personne ne m'a appris ce que c'était que la sécurité numérique. Personne ne m'a appris comment gérer ces outils. Donc on a déjà un gros enjeu de comment on forme au numérique et comment on forme à avoir un numérique qui a un bénéfice patient et un réel bénéfice dans la qualité de vie du patient et pas seulement se dire tiens j'ai un nouvel outil, c'est sympa, c'est marrant, et avoir quelque chose qui est réellement bénéfique parce qu'on peut se poser quand même la question sur certains outils qu'on voit passer. Ensuite, sur la formation à la prise en charge du sujet âgé, c'est actuellement quelque chose qu'on a sur le 2e cycle, mais le 3e cycle de médecine générale commence à y aller, mais on est encore sur une formation qui est très superficielle et qui est très curative. On n'est pas encore assez sur une médecine préventive. À tous les âges de la vie, on n'y arrive pas encore. On a une formation de médecine générale qui est encore avec un DES à 3 ans. On espère que sur le passage à la 4e année qui doit se faire dans les 5 à 10 prochaines années, on arrivera à avoir un stage obligatoire en médecine du sujet âgé, que ce soit en ville ou à l'hôpital, et une formation renforcée sur ce thème-là. Sur les nouveaux outils de coordination, donc non, on n'est pas aux négociations interprofessionnelles, on n'est qu'aux négociations médecins, donc on est sur les assistants médicaux, mais malheureusement pas sur les CPTS. Ces outils de coordination, on en attend beaucoup. On en attend beaucoup, on ne veut plus travail isolé. On veut pouvoir travailler en coopération. Et j'utilise le mot coopération et pas regroupement. On peut travailler dans le même lieu sans travailler ensemble. Ce que veulent les futurs professionnels, c'est vraiment le travailler ensemble, le travailler en réseau, en lien. Et pour la prise en charge du patient, avoir une réelle coordination des soins, une réelle coordination du parcours en créant un lien entre les professionnels et les étapes du parcours. Donc ça, on espère qu'on va pouvoir arriver à le créer avec les futurs CPTS qui vont permettre au sein du monde libéral un travail ensemble et un travail en réseau et une facilitation du lien avec le monde hospitalier, en particulier les futurs hôpitaux de proximité, où on a un réel espoir qu'ils puissent créer un lien avec des personnes avec un exercice mixte. Et je pense que sur la coordination des soins, on a vraiment intérêt d'avoir des outils numériques qui soient performants, ce que le DMP n'est actuellement clairement pas. On a besoin d'avoir des outils qui soient bien plus puissants sur ce thème-là, et pourquoi pas y avoir également des professionnels de la coordination du parcours qui puissent aider à faire ce lien et à participer à l'ensemble des étapes du parcours du patient pour le fluidifier, le faciliter, et qu'on puisse faciliter la prise en charge. Et je pense qu'on facilitera également beaucoup la prévention grâce à ça, parce qu'on évitera tous les rendez-vous manqués et toutes les étapes de parcours qui se perdent actuellement. Merci beaucoup. Alors, dans le plan de transformation ou de virage numérique et le plan Ma Santé qui a été annoncé, on voit effectivement l'arrivée de la téléconsultation. Gardez-le, Isabelle, 30 secondes. Aujourd'hui, est-ce que vos collègues généralistes sont prêts, savent comment faire pour mettre en place des téléconsultations? On ne le sait pas. La télémédecine n'est pas du tout formée actuellement. On a fait un sondage dont on va avoir les résultats prochainement sur ce que veulent les futurs professionnels en formation sur ces thèmes-là. On n'a pas du tout de formation. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais rien eu. Donc, on a une vision qui est très biaisée de la réalité de ce qu'est la télésanté dans sa globalité. On a un gros travail qui va devoir se faire là-dessus. Je vais le dire dans les prochains mois parce qu'on a besoin que ce soit prêt et opérationnel. C'est un outil qui peut avoir un réel bénéfice pour le patient, que ce soit par la téléconsultation, la téléexpertise et l'ensemble des autres activités qui vont pouvoir arriver dans le droit commun très rapidement. Merci. Alors, Nathalie, en tant que présidente de la Société française de télémédecine, vous avez une longue expérience et des retours d'expérience peut-être à nous livrer sur, malgré tout, les expériences aujourd'hui en établissement de déploiement de la télémédecine dans le cadre de la prévention, dans le cadre du suivi. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux bénéfices? Première question. Et deuxième question, comment cette généralisation avec les médecins généralistes ou les spécialistes libéraux, mais également comment les télésoins vont transformer la télémédecine telle qu'on l'a pratiquée jusqu'à maintenant? Vaste question.
Donc, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on est en train de travailler la formation à la télémédecine dans la formation initiale et aussi rajouter un pavé au deuxième cycle, voilà, pour les internes, pour qu'ils soient plus à l'aise avec tous ces outils. Donc ça, c'était juste pour un aparté. La télémédecine, en fait, l'avantage qu'on en a aujourd'hui, c'est l'échange. Chacun travaille dans son coin aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Le médecin généraliste travaille beaucoup et souvent seul. À l'hôpital, c'est pareil, on est enfermé sur nous-mêmes et sur notre service. Les infirmières aussi, enfin bon, tous les auxiliaires médicaux sont dans le même cas. Et la télémédecine permet de faire un lien et un espace d'échange, de partage. Alors nous, on le voit beaucoup dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Et ça, c'est une expérience qui est faite dans tous les territoires français. Tout le monde utilise la télémédecine en EHPAD aujourd'hui. Et ça fonctionne très bien. Et ça crée aussi ce lien entre les soignants et les médecins. Chacun comprend le problème de l'autre. Et c'est quand même important pour que derrière les préconisations soient suivies et que le soin soit réalisé comme il faut. Et puis surtout, le patient, qu'on n'oublie pas du tout, est complètement central. Alors, on était un peu étonnés parce qu'on s'était imaginé que la personne âgée ne serait pas très à l'aise avec ce genre d'outils. Et en fait, le fait d'utiliser des outils de type grand écran, comme l'écran qu'on a devant nous, fait que pour elle, c'est une sorte de télévision. La télévision lui parle. C'est une génération de télévision. La télévision lui parle et elle croit ce que la télévision dit, plus que quand on est devant elle. Et comme elle est chez elle, avec ses soignants habituels et dans un lieu qui est rassurant, elle s'exprime beaucoup plus. Et elle ne va pas rester sur le simple motif de la téléconsultation, mais va même aller sur tout un tas d'autres problèmes, ce qui rend des fois compliqué la télémédecine, et qui fait qu'on a besoin de voir finalement physiquement parfois la personne. Donc ils ne sont pas du tout passifs, et au contraire très actifs, à couper la parole des soignants, etc. Après, en ville, on a des maisons de santé pluriprofessionnelles qui utilisent aussi beaucoup la télémédecine dans certaines régions de France. Ça a démarré et ça fonctionne très bien. Et les médecins généralistes disent qu'ils gagnent du temps même, parce qu'ils n'ont pas à déshabiller, rhabiller la personne, etc. Quelqu'un d'autre peut le faire à leur place. Ils ont un aidant à la maison, souvent infirmier, qui va les assister. Et finalement, eux aussi disent qu'ils ont plus d'échanges avec le patient, plus de temps avec le patient que lorsqu'ils reçoivent le patient dans leur cabinet. Donc on voit bien, comme pour l'intelligence artificielle, que l'outil permet de gagner du temps humain. Donc ça, c'est très très fort. Le retour des soignants et l'explication en live des pathologies et du suivi qui fait qu'il y a une sorte d'apprentissage et une montée en compétences qui se fait pendant le geste. Ça aussi, c'est un point fort qu'il faut souligner. Et voilà, le lien. Moi, je rêve d'un lien qui puisse se créer entre le patient, l'aide ménagère, et puis tous les soignants qui s'occupent de lui, et les hospitaliers, avec le médecin généraliste, dans une sorte de réunion de morbimortalité, une RMM, où on pourrait échanger tous sur un problème. Je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Là, on travaille trop chacun dans son coin, et on ne comprend pas les problèmes des uns et des autres. Il faut que l'outil nous permette d'échanger. Alors quand on travaille justement avec des professionnels de santé qui essayent de mettre en place ces nouveaux outils numériques, le retour terrain, c'est oui, mais j'ai besoin d'un code pour entrer, et puis quand je change d'outil, c'est plus le même code. J'ai besoin de ma carte, mais si je sors ma carte de mon cabinet, de ma carte CPS, si je sors ma carte de mon cabinet, je la perds. Ma secrétaire n'a jamais mis sa carte CPE. Donc finalement, on s'est fait un groupe WhatsApp et on partage les photos, on partage autour d'un patient un cas. Alors, pour se protéger, on ne met pas le nom du patient. Aujourd'hui, Patrick Maléa, donc vous êtes en charge des nouveaux usages du groupe NES, qui a un gros univers digital. Comment vous pouvez prendre en compte cette réalité, malgré tout, de routes qui ne trouvent pas leur pont, de ronds-points qui arrivent sur nulle part et qui, aujourd'hui, ne facilitent pas réellement ce partage d'informations? Alors, merci pour cette question. Et suite à ce qui nous a été dit, je pense que c'est le bon moment d'évoquer finalement une réalité qui change peu. Je crois qu'on est tous convaincus aujourd'hui que les sujets qui se cachent derrière le digital en général et derrière la digitalisation des métiers de la santé ne concernent plus trop des enjeux techniques. Il y en a, mais finalement la sélection naturelle amène à ce que la plupart du temps,
ceux qui ont matière à pouvoir répondre à ces enjeux technologiques poursuivent la route et les autres disparaissent. Par contre, la difficulté que l'on continue à voir aujourd'hui, c'est que finalement, on continue à acheter de la technique. Et ça, c'est un problème. En développant la direction des nouveaux usages au sein du groupe NES, la culture que nous essayons d'avoir avec nos clients, avec les instances qui ont montré un certain nombre de preuves, je pense aux sociétés savantes, c'est de voir apparaître en France une culture de l'achat, du résultat. J'ai hâte de voir le premier territoire, la première ARS, le premier GIP grade, non plus acheter une plateforme ou une solution de télémédecine, mais acheter un résultat. Je veux réduire de 20% les aggravations évitables de la personne âgée. Je veux favoriser dans les EHPAD de mon territoire le fait que les décompensations, qui sont l'histoire des patients, des résidents dans ces EHPAD, puissent être mieux gérées et ne se terminent pas par l'intervention d'un SAMU ou d'un accueil en urgence, le temps de pouvoir trouver une autre solution. Cela n'existe pas encore aujourd'hui. Et je pense que, et j'ai apprécié tout à l'heure le propos qui était tenu par monsieur sur l'intervention autour de la data et des usages, la culture des usages qui a été décrite dans les années 90 par un certain nombre de penseurs, je pense à Claude Guéguen, aux mines ou quoi, est une culture qui n'est pas rentrée encore dans les mœurs. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, nous continuons à parler de transformation digitale, donc nous avons un peu progressé, mais nous ne sommes toujours pas capables de voir finalement s'implémenter une réalisation à travers une culture du résultat. Parce que déjà, à un moment donné, le marché public qui sera proposé, ou le marché autre, si nous sommes purement dans le secteur privé, consistera toujours à acheter une solution technique. Et ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. La technique est là, elle progresse. Je pense que nous sommes même dans un secteur qui arrive en pleine maturité. J'étais au Consumer Electronics Show cette année encore pour constater finalement que ce qui était maintenant clair comme message, c'est que nous étions dans la banalisation. Par contre, dans nos comportements et dans la réalisation de la décision, que voulons-nous faire ? Quel est notre but ? Si on parle d'usage, il faut quand même ne pas perdre de vue que nous avons besoin d'avoir un but, un résultat, et ça change énormément de choses. Je vais finir juste sur ce point-là. Ça change simplement déjà la culture des marchés publics. Quand j'achète aujourd'hui pour 3 ans une solution technique avec un BPU dans lequel il y a des caméras, des licences, plus ou moins de services ou quoi, tout le monde sait le faire. Quand je commence à discuter avec un territoire sur le fait de dire prenons ensemble le risque de construire une réponse qui va nous permettre d'objectiver en 5 ans ou en 10 ans à travers des indicateurs et des preuves précises le résultat que vous souhaitiez obtenir, comment achète-t-on ce genre de prestations? Et aujourd'hui, je peux vous dire, et c'est un sujet intéressant, je vois un certain nombre de décideurs dans cette salle, mais nous sommes déjà bloqués intellectuellement, alors que nous avons l'envie, par le simple fait qu'on se dit, mais derrière, je ne sais même pas faire la procédure qui juridiquement m'autoriserait à réaliser ce que j'ai envie de penser. Donc, vous voyez encore le chemin qui nous reste à faire, et donc un groupe comme le nôtre essaie d'éclairer, tout en étant un opérateur du quotidien sur la fourniture de services en télémédecine, essaie d'éclairer le fait que maintenant, ce qu'il nous faut atteindre, ce n'est pas simplement la réalisation d'une obligation de moyens, mais c'est aussi de prendre part à l'obtention d'un résultat, parce que comme le disait Nathalie, ou comme ça a été évoqué par d'autres personnes, les professionnels sont là. Mais comment derrière, je vais me donner le temps et la culture de dire ce que je veux résoudre avant tout, c'est pas d'utiliser une solution de télémédecine, même s'il y a encore des enjeux, mais c'est surtout de dire à l'horizon de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ce problème-là, je l'ai mis sous contrôle, je l'ai amélioré et je l'ai réglé au moins partiellement, sans vouloir penser forcément à éradiquer, je dirais, tous les maux de notre société, quoi. Merci. Alors, est-ce que du coup, ça vous pousse à créer des solutions globales ? Ou est-ce que vous avez une offre qui continue à être segmentée ? Alors, clairement, ça pousse à voir apparaître ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, et pas qu'autour du groupe NES. Ça pousse à sortir d'une approche qui était la petite entreprise familiale, qui était bien souvent un fabuleux metteur au point d'une solution technique. On voit bien aujourd'hui que la culture de cette transformation digitale amène à ce qu'il y ait du talent et des jeunes pousses à travers les startups qui viennent innerver, je dirais, cette culture de l'usage. Mais il faut aussi pouvoir trouver des opérateurs qui portent un risque. Parce que finalement, l'idée de vouloir avoir une approche globale,
c'est d'arrêter de dire, bon, ben, vous voulez faire de la télémédecine, d'accord, ben, vous commencez par acheter une plateforme, et puis si vous l'utilisez, vous l'utilisez, et si vous ne l'utilisez pas, ben, vous aurez immobilisé beaucoup d'argent pour pas grand-chose. La culture aujourd'hui du digital, c'est une culture à l'usage. Et à l'évidence, on voit bien que les challenges qui sont devant nous font que l'usage peut être le meilleur moyen de viabiliser et de permettre le développement de ces solutions. Mais donc ça commence par dire que je vais porter ce risque-là, j'y crois. Et donc aujourd'hui, des opérateurs plus globaux sont la solution pour pouvoir faire en sorte qu'à la fois des startups et à la fois un certain nombre de partenaires puissent garantir pendant une période de temps suffisamment longue cette transformation. Et c'est là aujourd'hui où on voit que par la finance, par des opérations diverses, par des valeurs aussi que sont l'intérêt général, qu'il nous faut impérativement réinventer comme une solution d'avenir. L'intérêt général, par moment, on en parle beaucoup, mais c'est bien souvent quelque chose qui est bien poussiéreux dans nos têtes. Alors que dans une culture où nous nous battons pour essayer de solvabiliser chaque année plus de 200 milliards sur ce socle évident, ce socle social qu'est la santé, nous ne voyons pas encore apparaître une économie qui, certes, peut être très largement inspirée par une approche capitalistique, mais qui ne perd pas de vue que la réalisation de ces 200 milliards chaque année en France relève aussi d'une action qui porte réellement un intérêt général. Donc comment hybrider finalement cette culture qu'on oppose depuis des années entre le public et le privé pour voir apparaître en confiance des opérateurs qui peuvent porter durablement un sujet. Je terminerai là-dessus, ça pose des questions. Ça veut dire que finalement, je n'ai plus un acteur public qui est là en tant qu'opérateur, il est plutôt là en tant que vision, programmation et contrôle. Et j'ai confiance dans le fait que des partenaires peuvent prendre à mes côtés, sur une période longue, la responsabilité de cette transformation. Et je le redis, ça vient rompre définitivement le cercle où j'achète pour 1 an, 2 ans, la solution technique en espérant que par le miracle, je parvienne à obtenir des résultats. C'est vraiment une évolution qu'il faut qu'on cultive parce qu'en matière d'innovation aujourd'hui, ce débat-là a du mal à naître. Et je pense que nous réussirons cette transformation, et je le voyais tout à l'heure avec des niveaux d'équipement très importants, par exemple sur les datas autour de l'hôpital public et des acteurs de santé. Donnons-nous ce cadre de confiance. Et l'intérêt général peut être renouvelé là-dessus. Nous pouvons construire un certain nombre de réponses en France et en Europe, s'appuyant à la fois sur des concrétisations industrielles, des entreprises qui vont passer à une autre taille, mais aussi un législateur ou un pouvoir public qui fait confiance. Merci Patrick. Alors, un industriel qui a fait sa transformation numérique aujourd'hui, Schneider Electric, Fabrice, vous portez le concept d'EHPAD intelligent, vous portez le concept de domicile bienveillant. Quels sont aujourd'hui les types d'offres qui répondent aux besoins des professionnels de santé que vous pouvez déployer ? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà 2 constats qu'on a fait avec notre écosystème et nos partenaires qui sont dans la salle, nos clients, c'est que le domicile est un élément central. Et puis, il est important de s'interroger sur les nouveaux modèles d'habiter que nous allons voir arriver. Et notamment, on fait confiance, je sais qu'il y a des architectes par là, à nos architectes français pour travailler le sujet. Et deuxièmement, c'est la transformation technologique, et notamment la transformation digitale. Globalement, alors je ne vais pas reprendre les chiffres de Ludovic, mais je vais prendre des chiffres mondes. Et en 2020, ça sera 21 milliards d'objets connectés qui seront au niveau du monde et au niveau de la santé. Donc c'est considérable. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois que vous connectez, c'est 10 objets connectés qui se connectent autour de vous. C'est votre voiture, c'est votre tablette, votre téléphone. Voilà. Et ça, c'est le premier constat que je voulais faire. Maintenant, la logique de notre analyse pour arriver à ce concept de bâtiment bienveillant avec notre offre, c'est qu'on a un driver chez Schneider Electric, c'est l'innovation. Parce que l'innovation, c'est source de différenciation et c'est le thème central de nos préoccupations pour rester leader dans le domaine. Donc, on a fait un travail d'intelligence collective avec les professionnels de santé, avec les infirmières, les aides-soignantes, les médecins référents. Et globalement, le constat qu'on peut faire également, c'est que
les professionnels de santé ont intégré cette notion d'objets connectés, d'IoT. Ils ont intégré cette intelligence artificielle qui galope, qui arrive, et ils ont compris l'impact et la complémentarité entre l'IoT et l'humain. Et on n'a jamais autant parlé d'humain depuis qu'on parle d'objets connectés. C'est un paradoxe, mais ça fait plaisir. Voilà. Donc on a analysé leurs besoins, leurs préoccupations, leurs attentes, et puis on a travaillé sur une offre qu'on se voulait disruptive, qui avait une complémentarité entre une présence virtuelle augmentée et une réelle présence humaine, avec 3 promesses clients. C'était améliorer le confort du résident dans les EHPAD, donc sécuriser la famille, améliorer le lien social, on en a parlé, le lien social qui est primordial, et puis amener plus de vigilance. Et notre ambition, puisqu'on est dans le bâtiment, c'est que les professionnels de santé oublient les contraintes du bâtiment et se refocalisent sur leur métier de base, qui est le soin. Et je pense notamment aux aides-soignantes qui font des tournées la nuit, qui sont au chevet des résidents dans les EHPAD. Maintenant, j'en viens en un mot à la solution. Je regarde le temps qui tourne. Donc, on a une solution qui s'appelle EcoStructure pour la santé, qui est, et ça c'est important, qui est interopérable, parce que Schneider ne peut pas tout faire, qui est interopérable avec nos partenaires, qui ont des offres complémentaires. Et c'est là alors on s'est posé la question sur ce terme de bâtiment bienveillant, et puis on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas? On parle tellement de bienveillance, pourquoi pas le bâtiment bienveillant? Donc ce sont des capteurs, des objets connectés qui sont intégrés dans les murs. Et donc on a choisi, alors bien sûr pas de vidéo, pas d'objets portés. On l'a dit hier, et notamment j'ai bien aimé la personne qui a dit on demande aux résidents de porter des montres, et quand on les douche avec la montre. Donc globalement, notre solution, elle est sur des objets connectés qui sont dans les murs, et on est sur une bienveillance plutôt prévenante et pas sur une surveillance qui peut être castratrice. Tout ça, ça nous paraissait, et ça vous paraissait, en tout cas avec les gens qu'on a interrogés, du bon sens. Et notamment, ça évitait les privations de liberté, on en a encore parlé tout à l'heure, ça c'est important. Et ça évitait les solutions de contention qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'en viens à la solution. Donc, 2 informations pertinentes. Il y a un truc qui est passé, non? Je me méfie du Grenoblois là-bas parce que je suis de Grenoble et je pense on doit serrer les coudes entre Grenoblois. Donc 2 informations pertinentes. C'est la chute. La chute, on connaît les problèmes de chute dans les EHPAD et dans l'EHPAD hors des murs. Et l'EHPAD hors des murs, qui me paraît un mot qu'on devrait changer. On parlait de maintien à domicile. Et on le sait, on a des résidents en EHPAD qui se lèvent 20, 30, voire 40 fois par nuit avec des attaques Alzheimer qu'on connaît. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième information pertinente, c'est l'intrusion dans une autre chambre la nuit. Donc, c'est les 2 informations pertinentes que l'on envoie, puisque trop d'informations tue l'information, tue les datas. Et globalement, ces 2 informations sont importantes pour que les aides-soignantes la nuit puissent être opérationnelles et puissent arriver dans la chambre dans les 3-5 minutes. Avec des résultats mesurables, notamment par exemple avec des prises médicamenteuses. Et là, on permet de voir comment une prise médicamenteuse peut influer sur les levées nocturnes. Et ça, on a des résultats qui sont très, très mesurables. On travaille sur le rétablissement du cycle circadien avec ces objets connectés.
Et on en parlait tout à l'heure, c'est important de bien voir que les soignants vont se refocaliser sur leur métier de base, l'humain, et vont faire confiance aux objets connectés. Fabrice, juste une petite question. Vous me disiez qu'aujourd'hui, de nombreux pays étrangers regardaient vos solutions et que c'était une façon, en fait, de montrer un certain leadership de la France dans cette innovation technologique au service des aînés. Oui, et on en est très fiers, puisque au sein de Schneider Electric France, on a lancé cette solution. On vient de créer une LOB, donc dans notre jargon, c'est une line of business, qui a été repris par le groupe. Et aujourd'hui, on est en train de démultiplier cette solution à la française avec les pays comme UK, avec les US, avec l'Espagne, l'Italie. Initialement, d'ailleurs, on avait travaillé avec nos amis québécois, notamment l'université de Sherbrooke. Il y a 4-5 ans, on avait travaillé ensemble. Et c'est vrai que une petite boutade, c'est qu'en fait, nos amis québécois cherchent encore les solutions que nous, on a trouvées par collaboration avec eux, et on a lancé cette solution qu'on va leur vendre maintenant. C'est ça l'intelligence collective. Exactement. Bien utilisée. Voilà, donc on est très très fiers de cette innovation, ces solutions disruptives à la française. Très bien. Alors Noël, vous êtes la condition presque essentielle pour que tout cela marche. Aujourd'hui, vous installez des écosystèmes numériques sécurisés. Vous vous dites acteur de la confiance numérique. Concrètement, quelles sont vos actions aujourd'hui, quelles sont vos offres et en quoi ça facilite la confiance des professionnels de santé? Merci Sandrine. Je vois le temps qui avance. Je vais essayer de faire une synthèse de tout ce que vous avez dit et je vais faire tout à fait différemment de ce que j'avais prévu, puisque ce que vous venez de dire m'a rappelé que quand j'étais externe en pharmacie au service de gériatrie au CHU de Nancy, c'est il y a très peu de temps puisque je suis très jeune, une de mes missions, que je partageais avec plaisir avec les externes de médecine, c'était de pousser le chariot de dossiers patients, papier. Ça, voilà. Et au cours de mes études, le sujet est polémique. Au cours de mes études, effectivement, je n'avais pas non plus beaucoup de formation sur ce sujet-là, mais je constate que c'est toujours un thème d'actualité. Donc depuis, vous me confirmez qu'effectivement, on a des dossiers patients informatisés, des dossiers de résidents, etc. etc. Certains processus se sont numérisés et digitalisés. Je dis bien certains, pas tous, et puis pas dans toutes les structures sanitaires, médico-sociales, sociales. Juste avant, M. de Saint-Jean nous a rappelé les chiffres, et Fabrice aussi, sur l'explosion du volume de données. Donc on est clairement à l'ère du big data. Alors c'est un gros mot. Quand on le met en œuvre dans les établissements de santé ou médico-sociaux, sur des systèmes d'information, on va dire peu à jour, voire obsolète, ça en fait quoi? Ça fait que le secteur de la santé, aujourd'hui, est juste le champion des secteurs cyber-attaqués. Alors si on prend un chiffre très précis que je tiens du chargé de la sécurité SI de santé du ministère de la Santé, au 3e trimestre 2016, pour être précis, 90% des attaques ransomware, rançongiciel en français, cernaient exclusivement des établissements de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a un cours de la donnée de santé sur le darknet, ça s'achète, ça se revend. On peut faire opposition à son numéro de carte bleue, on en parlait tout à l'heure avec monsieur qui est du secteur bancaire, on peut faire opposition à son numéro de carte bleue, etc. On ne fait pas opposition à son numéro de sécu. D'abord, si on vous le prend et qu'on vous le pique, vous ne le savez pas. Et vos données de santé de la même manière. Donc il y a un enjeu très fort pour les directions de structures, qu'elles soient publiques, privées, sanitaires, médico-sociales ou sociales, parce qu'effectivement, il y a un enjeu financier, réputationnel et puis pénal.
puisque vous en avez parlé, vous êtes peu acculturé à ce sujet. Maintenant, moi, je le suis un peu plus, mais effectivement, je pense que les professions médicales mériteraient d'en savoir un petit peu plus sur le RGPD, l'hébergement de données de santé, l'échange et le partage d'informations, la collaboration. On parle de fluidification des parcours, de collaboration des acteurs de santé sur un territoire, etc., etc. Tout ça, c'est très bien, mais ça doit se faire effectivement avec des outils qui ne vous mettent pas en danger juridiquement, et donc qui sont simples, sécurisés et encadrés juridiquement. Voilà. C'est un peu la complexité en fait. Voilà. Et donc, pour en revenir à votre question, donc sur Adista, qui est accélérateur de confiance en santé numérique, puisqu'effectivement c'est comme ça qu'on parle de notre mission. Très basiquement, nous sommes un intégrateur de solutions techniques. D'ailleurs, nous avons des équipes très techniques. Je suis la seule professionnelle de santé dans l'entreprise, pour qui MCO ne veut pas dire maintien en conditions opérationnelles. Donc ça se passe d'abord par de la sémantique partagée, qui était un sujet hier, je ne sais pas s'il est encore dans la salle. Donc nous sommes opérateurs de télécommunications et hébergeurs de systèmes d'information agréés par le ministère de la Santé pour héberger des données de santé, parce qu'en fait, il y a effectivement des solutions qui doivent passer par les usages. On doit moins passer des marchés de serveurs, de firewall, etc., et plus parler d'usage. Je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit. Maintenant, effectivement, il y a 2 points essentiels pour déployer des projets. C'est qu'on peut parler de e-santé, de télémédecine, de déployer des dossiers patients informatisés sur des multisites, etc., etc. Très concrètement, s'il n'y a pas de connectivité sur un territoire, il n'y aura pas de projet. Voilà. On parle de déserts médicaux, il y a des déserts numériques, donc il y a des solutions à cela. Pour notre part, nous sommes multi-opérateurs, nous sommes opérateurs d'opérateurs, toute technologie, donc sans rentrer dans les détails, si nous ne trouvons pas de solution aux problèmes de connectivité, ça va être compliqué d'en trouver. Et puis, il faut aussi de la confiance, puisque pour que les usages aient lieu, il faut que les utilisateurs aient confiance dans les outils qu'ils utilisent. Donc, il faut qu'ils soient sécurisés. Et dans la mesure où nous utilisons des réseaux privés et sécurisés, ça permet effectivement de déployer un des projets en toute confiance. Voilà. Et pour revenir sur l'hébergement des données de santé, on a aussi des structures qui, pour éviter justement cet embarras d'accumulation de règlements, de circulaires, de décrets qui font un peu peur en se disant « Oh là là, j'ai un système d'information qui est complexe, j'ai plein d'applications, j'y comprends plus grand-chose, mais j'ai bien compris que je risquais pas mal si effectivement tout ça n'était pas sécurisé. Je vais vous l'externaliser chez vous. » Mais la première des choses est de savoir effectivement, est-ce que vous savez ce que vous avez dans le système d'information? Et souvent, c'est une question qui est complexe. Est-ce que vous avez une cartographie de vos applications, de vos process, de vos flux? Est-ce que vous avez une matrice de vos flux? Comment ça fonctionne? Donc ça, c'est effectivement un point qui peut paraître un petit peu compliqué. Et puis, c'est pas parce qu'on met des applications, des logiciels dans un endroit, dans un bunker très sécurisé, que si vous n'avez pas le câble pour avoir accès, pour que votre professionnel de santé y ait accès, ça ne sert à rien. Donc il faut effectivement être capable de maîtriser de bout en bout les flux privés et sécurisés de l'utilisateur qui veut quelque chose de simple, à une application qui est tout à fait sécurisée dans des data centers que nous possédons en propre, avec des technologies d'ailleurs Schneider et HPE, que vous connaissez certainement, puis qui est un grand groupe, Hewlett-Packard Enterprise. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'il y a à la fois un sujet humain, un sujet d'usage, un sujet technique, et que c'est cet ensemble-là qui va vraiment nous permettre de ne pas sortir du virage numérique, en tous les cas de ne pas rater ce virage. Parfait, on peut les applaudir. Merci.